Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence par le titre, télétravail et handicap, quelle résonance? Le choix que j'ai fait, c'est vraiment d'interroger ces deux termes en allant assez loin, vous allez voir, donc de les faire résonner ensemble. C'est pas une approche statistique, c'est pas une approche politique, c'est pas une approche strictement managériale. C'est comment ces deux termes peuvent s'éclairer l'un l'autre. Et voilà. Alors, d'où je parle, j'ai été enseignant spécialisé avec différents types de publics, des élèves qui avaient des troubles des apprentissages, des élèves qui avaient une déficience visuelle ou des troubles du comportement. Voilà, pendant 15 ans, j'ai été enseignant spécialisé, donc mon travail, c'était d'aménager les situations d'apprentissage pour qu'elles soient accessibles aux élèves. Ensuite, j'ai repris des études et puis je me suis intéressé à la question de l'insertion professionnelle, à la question du continuum entre le lycée, puis les études supérieures, et puis le lycée et le travail. Et ensuite, voilà, plus à la question du travail. Et je travaille aujourd'hui donc à l'École normale supérieure de Lyon, où j'accompagne à la fois les étudiants en aménageant leurs conditions d'études et d'examen, et puis les personnels en travaillant la question des aménagements du poste de travail. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour faire résonner ces deux termes, c'est de commencer par celui qui peut-être pourrait être le plus évident, ou en tous les cas celui dont on pourrait se dire qu'il est le plus commun, à savoir celui de handicap. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais arrêter le partage. Là. Ah, juste une chose, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser des questions. Et en fait, je me sentirai un peu moins seul. De toute façon, je vais me sentir seul parce que c'est le jeu de l'exercice. Mais quand même, n'hésitez pas à ou poser des questions ou tout simplement commenter et puis faire part de ce que ça vous inspire si vous arrivez à poser votre sandwich pour saisir ce que vous avez à dire, parce que vous ne pourrez pas intervenir oralement. Voilà, je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Est-ce que Anthony, c'est OK là ou pas? Ah, je vous entends. Tu es toujours en partage d'écran. Alors, ça y est, là, je crois que c'est bon. C'est bon. Je ne dois plus être en partage d'écran. Alors, comme je ne suis plus en partage d'écran, vous allez voir grande technologie, en fait, pour ma présentation. Je vais commencer par une définition du handicap à partir de ce dessin qui m'évite d'avoir à faire des éléments qui soient un partage d'écran ou, je ne sais pas, gérer. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un bébé. Un bébé, j'ai dessiné une croix à la place de son œil. C'est-à-dire que je pars de ce principe que ce bébé a un signe visible de quelque chose qui n'est pas commun. Et dans l'Antiquité, quand un enfant naissait avec un signe visible de quelque chose qui n'était pas commun, eh bien, dans l'Antiquité, on interprétait ça comme une parole divine, en fait. Voilà. Là, c'est Zeus, hein, il tient la foudre, il a une barbe, c'est comme je me le représente. En tous les cas, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un phylactère, il y a une bulle. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y a cette idée que si un enfant naît avec une malformation, appelons ça une malformation, en tous les cas, quelque chose de différent et de visible, c'est qu'il est porteur d'un message divin. Alors, ce message, il peut être de deux ordres. Soit, eh bien, il va être. Avant de dire de quelle ordre est ce message, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant naît comme ça? Généralement, le père ne le porte pas vers le ciel, ce qui serait lui l'accepter, mais il va être soumis à ce qu'on appelle l'exposition. Donc je vais un peu vite. L'enfant qui naît avec une malformation, il est soumis à ce qu'on appelle l'exposition. Qu'est-ce que c'est l'exposition? L'exposition, c'est qu'on le pose à la croisée des chemins. Donc cet enfant qui est né avec une malformation visible, on le pose à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la grande majorité des cas, il va mourir. Et quelque part, s'il meurt, ben, c'est que le message qui était envoyé par les dieux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais par sa mort, quelque part, c'est résolu. Il n'y a pas tellement de soucis de ce côté-là. Donc, il meurt, c'est cette vision-là. Il meurt. Par contre, s'il ne meurt pas, là, vous avez une espèce de bébé extrêmement musclé que j'ai dessiné. Parce qu'en fait, s'il ne meurt pas, eh bien, dans cette antiquité, on va considérer que s'il n'est pas mort, c'est quelque part qu'il portait aussi un message autre, et on va le considérer un peu comme un surhomme. Voilà. Donc, d'un côté, si l'enfant, on est dans une vision extrêmement essentialiste, c'est-à-dire soit on a affaire à des surhommes, soit on a affaire à des sous-hommes. Alors, ça peut paraître tout à fait exotique, mais on est encore extrêmement baigné pour partie de cette vision-là du handicap. Voilà.
Quand on dit, moi j'ai travaillé 15 ans, pas 15 ans, 10 ans avec des jeunes qui ont une déficience visuelle, quand on dit des choses comme les non-voyants, ils ont un super toucher. Les non-voyants, ils ont un toucher, c'est extraordinaire. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, ça va dépendre de ce qui est à l'origine de la cécité. Si un enfant est né non-voyant, qu'il a été très bien accompagné, qu'il a appris à lire le braille tout petit, effectivement, il va y avoir une forme de plasticité cérébrale. Le bout de ses doigts va faire que ses terminaisons nerveuses vont se surdévelopper. Et puis, comme il va être extrêmement bien accompagné, extrêmement sollicité, effectivement, il va avoir un toucher qui va être extrêmement fin, extrêmement efficace. Maintenant, je travaille avec une collègue qui a perdu la vue. Non, son toucher, il ne va pas se développer, elle ne va pas être extrêmement performante sur le plan tactile. Donc, si vous prenez le temps de réfléchir chacun, est-ce qu'il n'y a pas très souvent quand même cette idée que les ceci ou les cela, ah ça c'est extraordinaire, ça, les machins, ils sont comme ça, une forme d'essentialisme assez permanent, en fait, d'acception tout à fait généralisante et qui ne laisse finalement que peu de place à ce qu'est la personne en elle-même, puisqu'elle appartient à un groupe qu'on définit comme ça et à qui on attribue des valeurs, voilà. Si on va un petit peu plus loin, ça fait un petit peu plus violent, je me permets quand même de l'aborder. Dans certains pays en Afrique, au moment des élections, il y a une recrudescence du meurtre des personnes qui ont un albinisme. Donc un albinisme, c'est quelque chose qui est lié au pigment, et en fait, c'est les personnes qui ont les cheveux parfois très blancs, donc voilà, personnes qu'on dit albinos. Eh bien, il y a une recrudescence du meurtre de ces personnes, parce que, aujourd'hui encore, hein, là on ne parle pas de l'Antiquité, parce qu'il y a la croyance selon laquelle ils sont porteurs de quelque chose qui va entrer dans les compositions magiques pour faire gagner les élections, etc. etc. C'est pour dire que cette question essentialiste, elle est encore très présente. Voilà. C'est pas celle, vous vous en douterez, sur laquelle je vais m'appuyer. Et donc après ça va me permettre d'éclairer la question du télétravail. Mais moi, je vais m'appuyer sur une définition du handicap qui part de ce dessin-là. On y voit un cœur. Et ce cœur, moi, je vais l'appeler un cœur d'activité. Donc quand je travaille avec des étudiants, leur cœur d'activité, ça va être par exemple une licence de chimie. Quand je travaille avec des personnels, ça va être par exemple la gestion comptable, ça va être l'enseignement, ça va être, bref, tous les cœurs d'activité qu'on trouve dans un établissement d'enseignement supérieur. Et ce cœur d'activité qui est au centre, il va être composé de tâches de haut niveau. Alors les tâches de haut niveau, je vais y revenir, ces tâches de haut niveau, elles sont nécessairement entourées, c'est pour ça que j'ai entouré comme ça avec ma main, elles sont nécessairement entourées d'un ensemble de tâches de bas niveau. Là, j'ai fait une flèche qui montre que pour arriver à ce cœur d'activité qui est fait de tâches de haut niveau, il faut qu'on passe nécessairement par un espace qui est constitué de tâches de bas niveau. Voilà. Pour moi, c'est ça le handicap. Donc, pour accéder à des tâches de haut niveau, il faut passer par autour un ensemble de tâches de bas niveau. Ces tâches de bas niveau, ce n'est pas du tout péjoratif de dire que ce sont des tâches de bas niveau, c'est des tâches qui, normalement, n'ont pas de coût. Normalement, ne devraient pas nécessiter un gros investissement cognitif, un gros effort, etc. Je vais vous présenter là quelque chose qui est tracé, petite expérience. Je vous demande de regarder ce qui est tracé, s'il vous plaît, sans le lire. Donc, je le répète, je vous demande de regarder ce que je vais mettre devant l'écran sans le lire. C'est parti. Alors, c'est écrit à l'envers, je m'aperçois. Je n'avais pas pensé à ça. Mais peut-être même que vous allez ne pas pouvoir vous empêcher de lire même à l'envers. Je vais le faire avec un autre document, mais en fait, je pense que ça va être à l'envers pareil, forcément. C'est à l'endroit. Hein. Ah, c'est à l'endroit, parce que, ah oui, moi, je le vois à l'envers. Ok, d'accord. Forcément. Pas encore bien à l'aise avec l'outil. En tous les cas, l'expérience, elle est là pour montrer que, a priori, vous n'aurez pas pu vous empêcher de lire. Vous n'aurez pas pu vous empêcher de lire parce que, quand vous étiez petit, vous lisiez en suivant avec votre doigt le petit bonhomme. Et aujourd'hui,
vous êtes devenu lecteur expert à partir de l'âge de 7-9 ans souvent, et donc vous lisez avec des empantes 7 lettres avec des saccades oculaires. Ça n'est pas possible pour vous aujourd'hui de ne pas lire ce qui est écrit. Donc, la lecture, c'est une tâche extrêmement complexe, qui commence en petite section de maternelle, qui commence, bref, qui se modalise un peu plus en CP et puis qui va poursuivre comme ça. C'est extrêmement complexe, pourtant c'est une tâche de bas niveau, c'est-à-dire que normalement, eh bien, la lecture, ça ne doit pas avoir un coût cognitif extrêmement fort, on doit pouvoir lire sans que ça coûte beaucoup, etc. On doit être efficace, etc. Bah, pour certaines personnes, c'est pas le cas. Pour certaines personnes, ce n'est pas le cas, et donc cette tâche de bas niveau, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas complexe, c'est que normalement, elle ne devrait plus avoir de coût, et bien pour certains, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est l'exemple des étudiants qui ont une dyslexie. C'est-à-dire que pour arriver à appréhender les apprentissages en histoire, en géographie et dans toutes les disciplines, ils risquent d'avoir un frein ici au niveau de la lecture. Donc tout le travail de l'aménagement, eh bien, ça va être de permettre que cette entrave-là, au niveau des tâches de bas niveau, eh ben, elle ne soit pas rédhibitoire, elle soit moins coûteuse. Et ça, c'est un travail qui est complètement transposable. C'est-à-dire que sur la question professionnelle, un collègue qui a une entrave au niveau du traitement de la chaîne orale, donc liée peut-être à des troubles de l'audition, mais en tous les cas, la question va être comment on va travailler à ce que ce ne soit pas impactant pour qu'il ait à faire ce pourquoi il est là, c'est-à-dire ses missions et voilà, et ses compétences. Alors du coup, ça c'était pour poser un petit peu 2 acceptions du handicap. Donc cette dimension essentialiste qu'il ne faut jamais perdre de vue, qui a ses vertus aussi, parce que c'est par exemple en pensant comme ça qu'une partie des associations qui sont porteuses des questions vachement importantes, je pense à l'Association des paralysés de France, je pense à l'ARIMC qui est devenue Odineo, toutes ces associations sont structurées par type de trouble, et ça a aussi ses vertus de fonctionner par un trouble commun et de ne pas rentrer par cette histoire de cœur d'activité. Et ça a ses vertus historiques, mais en tous les cas, ce n'est pas cette dimension que je retiens. Moi, je retiens un cœur d'activité. Alors, un cœur d'activité professionnelle, ça peut être un cœur d'activité d'études, mais ça peut être un cœur d'activité par rapport. On peut raisonner comme ça avec la pratique sportive, on peut raisonner comme ça avec la vie amoureuse et sexuelle, et essayer de réfléchir à chaque fois ce qui fait barrage en termes de tâches de bas niveau pour vivre ce qu'il y a à vivre dans ce cœur d'activité. Donc, ça, c'était la question d'où je parle quand moi je dis handicap, je parle de là. Donc, comment ça va résonner avec le télétravail ? Eh bien, voilà. On écarte pour le moment la question du télétravail lié au confinement. Ça, je l'aborderai juste après. Mais pour ce qui est du télétravail, dans cette logique-là de cœur d'activité qu'on va essayer de chercher à atteindre, le télétravail va pouvoir être un outil. Et un outil efficace. C'est-à-dire que pour certains collègues, donc avec lesquels je travaille, la question du déplacement peut avoir un coût, c'est-à-dire la fatigue liée au déplacement. La question du contexte à l'intérieur de l'espace de travail peut aussi en avoir un, si par exemple dans les histoires de bureaux partagés, etc., etc., etc. Et quand le télétravail est une mesure qu'on peut solliciter, je pense notamment au médecin de prévention qui a un rôle à jouer là-dedans. Quand le médecin de prévention peut prescrire du temps de télétravail, là, c'est tout à fait vertueux, c'est même exclusivement vertueux parce qu'on va utiliser le télétravail comme un outil parmi d'autres. Quand on est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, par exemple, quand on a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie pas qu'on appartient à un autre monde, le monde des handicapés, comme j'ai expliqué dans mon exemple, donc il n'y a pas à essentialiser. Avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est avoir l'accès à certains outils qui permettent du coup de répondre aux entraves que constituent les tâches de bas niveau pour faire ce qu'on a à faire. Donc quand on a une RQTH, il y a un catalogue de financement dédié. Quand on est dans le privé, c'est la GFIP. Quand on est dans le public, c'est le FIP. Et on peut solliciter des financements. On peut aussi bénéficier de l'accompagnement d'un référent handicap. Moi, c'est mon métier. On peut aussi bénéficier
Là, je remercie Cap Emploi de sa proposition, que je puisse intervenir, mais on peut aussi bénéficier de l'accompagnement des personnels de Cap Emploi, SAMET, etc., etc. Mais donc, quand on considère le télétravail comme un outil d'aménagement supplémentaire, peut être que vertueux, avec certaines limites toutefois, parce que on s'aperçoit, mais ça rejoint la question du télétravail plus commune, que quand le télétravail prend une place importante dans la quotité de la semaine, on parle de 3 jours, on dit que c'est un peu ça le pivot. C'est-à-dire qu'un jour, c'est OK, 2 jours, c'est OK, 3 jours, ça commence à interroger la relation de travail, le collectif de travail et la relation aux responsables d'équipe aussi. Donc, dans cette limite-là, sur laquelle je reviens juste après, eh ben, c'est vraiment vertueux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on va limiter les trajets d'une personne en lui permettant de télétravailler, et puis ben, ça va être efficace parce que pour elle, le déplacement, il a un coût. Il a un coût qui est bien supérieur à ce qu'il est ordinairement, non pas parce qu'elle habite forcément loin, mais parce que sa situation fait qu'elle a besoin, si on parle en termes de besoin, elle a besoin de trajets réduits, elle a besoin de ne pas passer son temps, trop de temps dans les transports en commun, parce que ça va être plus impactant pour elle que d'ordinaire. Je reviens encore à cette idée de tâche de bas niveau, c'est-à-dire se déplacer depuis son domicile jusqu'à son travail, c'est une tâche de bas niveau. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas complexe, mais normalement, elle n'a pas un coût important. Donc, dans ce cadre-là, le télétravail, comme il est réfléchi, comme il est pensé, comme il est co-construit entre, par exemple, le médecin de prévention et le travailleur, en soi, il est nécessairement vertueux. Avec cette limite de la quotité, parce qu'il peut aussi y avoir des effets de bord négatifs, quand le temps de télétravail est vraiment très important, il peut y avoir des effets qui quand même deviennent complexes à travailler, notamment dans la relation de travail. Donc voilà, le télétravail, si on le considère comme un outil, et donc qui est choisi, qui est construit, va appartenir à l'ensemble des aménagements qui peuvent être envisagés, et à ce niveau-là, va pouvoir être efficace. Maintenant, si on arrive à la question du confinement, la question du confinement, c'est un petit peu différent parce que on va être dans une situation, là je fais le dessin en direct, on va être dans une situation un petit peu plus complexe parce qu'on va avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que les missions à l'intérieur du cœur d'activité ne vont pas nécessairement changer, mais par contre, le contexte de travail, lui, va énormément changer. C'est-à-dire, voilà. Donc, et là, comme pour tout à chacun. Donc là, complètement différent. Là, je parle vraiment du confinement. On a tous eu à composer avec cette histoire. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, le confinement? Donc, dans l'aspect télétravail, pour éclairer peut-être le mot handicap, eh ben, c'est que ce télétravail imposé, eh bien, quelque part, il est très arbitraire. Il est très arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas demandé notre avis à personne, et puis ça nous est arrivé comme ça. Et puis c'est lié au hasard, hein, c'est lié à un truc, un virus dont on ne pensait pas qu'il arriverait. Il y a quelque chose qui nous est tombé dessus, quelque chose qui est arrivé comme ça, bing. Donc comment ça peut éclairer la question du handicap? Eh ben, il me semble que juste quand même un petit temps d'étymologie, handicap, c'est hand in cap, c'est la main dans la casquette. La main dans la casquette, c'est-à-dire que ça fait référence en fait à un jeu de hasard où on piochait quelque chose dans une casquette. Et en fait, dans la question du handicap, à l'origine de l'entrave qui peut être rencontrée, il y a quelque chose de complètement arbitraire. Ça peut être une maladie, ça peut être lié à ceci, mais enfin, c'est complètement arbitraire. Donc là, ce qu'on est en train de vivre en étant en télétravail permanent, confiné, ben, ça peut avoir un petit écho. Alors pourquoi un petit écho? Par exemple, dans les journées de sensibilisation, on va faire ce qu'on appelle des mises en situation. Donc, mise en situation, je monte par exemple dans un fauteuil roulant, moi qui ne suis pas, qui ne suis pas en fauteuil, et puis je fais un petit peu de trajet dans ce fauteuil roulant. D'accord. Ou je mets un masque et puis je fais un circuit avec une canne. Ok, d'accord. Ou des lunettes qui déforment. Donc la mise en situation. Moi, je construis des actions de sensibilisation où parfois, effectivement, je fais intervenir des locomotriciens, des instructeurs en locomotion, qui vont
proposer aux gens de se bander les yeux et puis de faire un exercice, et vont apporter énormément de compléments pour expliquer, comprendre, donner les enjeux, parce que je pense que la mise en situation peut être extrêmement contre-productive. C'est pas parce qu'on a passé 15 minutes dans un fauteuil qu'on va en retirer des choses pertinentes, c'est pas parce qu'on a utilisé une canne qu'on va en retirer des choses pertinentes. On va en retirer des choses pertinentes parce que la personne qui accompagne va avoir tout un ensemble d'éléments à apporter, à nous faire comprendre, ou une personne qui est en fauteuil va elle-même pouvoir parler de son expérience, et là, ça deviendra plus intéressant. Mais quoi qu'il en soit, là, on vit une sacrée mise en situation parce que on éprouve la question du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire certaines choses, mais dans la durée, ce qui change tout. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. On vit une expérience qui fait qu'on est entravé, mais dans la durée. Et on est contraint dans la durée. Et du coup, par rapport à toutes ces mises en situation qu'on voit régulièrement quand on parle du handicap, c'est intéressant d'avoir cette idée quand on vit une mise en situation, que ça n'est pas la même le temps d'un exercice de 15 minutes que dans la durée. C'est-à-dire la vraie mise en situation, moi ce que j'ai l'habitude de dire par rapport au fait de porter un masque et de faire des activités en étant les yeux bandés, la vraie mise en situation, c'est qu'à la fin, on n'enlève pas le masque. Et là, il y a un impact qui n'est pas tout à fait le même. Donc c'est important de le rappeler, et je trouve que ce qu'on vit là, avec la dimension arbitraire de ce qui s'est passé, d'ailleurs c'est un hasard complet qui fait que j'échange avec vous en visio et que je ne suis pas présent, etc., avec toutes les contraintes que ça amène, eh bien on vit une entrave de quelque chose de manière partagée. Donc là, ça me semblait pouvoir avoir un écho, c'est-à-dire que ce télétravail contraint peut peut-être aussi amener à faire réfléchir. Il y a des associations qui sont assez militantes qui ont dit que oui, peut-être que les gens vont mieux comprendre que moi qui ai tel type de situation, mais c'est tous les jours en fait. Je me sens pas plus entravé que d'habitude moi dans ce confinement, parce que mon entrave elle est beaucoup plus impactante et elle est continue. Donc là, ça me semblait intéressant éventuellement de faire ce lien-là. Voilà, donc le télétravail imposé amène non pas une redéfinition de l'ensemble des missions, mais change quand même complètement le périmètre. Et du coup, eh bien, ce que ça va induire, à mon avis, parce que c'est quand même ça là dont on parle, du télétravail et du handicap, eh bien, c'est que les choses vont beaucoup avoir à se réaccorder, à s'accorder, et que ça va dépendre de la capacité des personnes à s'exprimer sur leurs besoins, et ça va dépendre beaucoup du système dans lequel elles évoluent, de la capacité de ce système à réagir. C'est-à-dire que moi qui suis en télétravail et dont les besoins vont peut-être évoluer parce que je suis en télétravail, parce que là aussi il y a un gros arbitraire, c'est que si je suis en télétravail dans un espace qui est confort, qui va bien, je serai peut-être même bien mieux que sur mon site, mais à l'inverse, je serai peut-être vraiment beaucoup moins. Voilà aussi l'arbitraire que je voulais amener. Je travaille avec des collègues pour lesquels le télétravail, c'est vraiment, même contraint, mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont par exemple besoin d'une alternance posturale. C'est beaucoup plus facile d'assurer une alternance posturale quand on est chez soi, qu'on peut être assis sur un siège ergonomique soit, mais qu'on peut être assis, qu'on peut travailler debout, et puis on peut s'allonger un tout petit peu, et puis on peut, super, laisser le tapis d'exercice. Donc on fait ces exercices. Donc ce besoin d'alternance posturale, pour certains, va être vraiment mieux pris en compte dans le cadre du télétravail de manière permanente. Donc ça, c'est vraiment gagnant, j'allais dire, complètement arbitraire parce qu'on n'a pas choisi d'être 5 jours en télétravail, mais ça va être très intéressant. Et puis pour d'autres personnes, ça va être la punition. Ça va être la punition parce que le logement est beaucoup plus petit, parce que le logement n'est pas confortable, parce que le logement est partagé alors qu'on a un bureau seul, etc. Donc il y a quelque chose de très arbitraire aussi dans cette dimension, quelque chose de très lié au hasard des vies de chacun et au choix aussi, mais enfin quelque chose d'arbitraire. Et en fait, toute la question, ça va être de savoir comment on va réaccorder ce qui se passe pour que les conditions de travail soient bonnes. Et ce réaccord, il va reposer sur 2 éléments. La capacité du travailleur à analyser ce qui se passe pour lui, et aussi à oser, en tous les cas à se permettre, de l'exprimer à son responsable, à la médecine professionnelle, au référent handicap. Donc ça, c'est pas
c'est pas si évident. C'est pas si évident de savoir exactement ce qui se passe pour soi. C'est pas si évident non plus de s'autoriser à demander. Il y a des personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qui ne vont pas nécessairement exprimer leurs besoins par peur de gêner, par peur aussi peut-être du regard, ça peut arriver, mais en tous les cas, s'il n'y a pas d'expression des difficultés rencontrées, des entraves perçues par la personne dans son nouveau cadre de travail, ça ne pourra pas être travaillé, puisqu'il n'y aura pas de regard porté sur nécessairement ce qui se passe. Voilà. Maintenant, cette prise de parole de la personne, elle va forcément dépendre des liens qu'elle a avec son responsable, avec la médecine professionnelle et avec le référent handicap. Donc ça, c'est la deuxième dimension, c'est celle de la capacité ou de l'incapacité, enfin, du niveau de capacité du système, là en l'occurrence du travail, à prendre en considération les besoins de chacun. Et ça va dans ce contexte de télétravail contraint, ça repose beaucoup sur la relation d'accompagnement telle qu'elle a eu lieu auparavant. Donc je dis ça, moi, dans mon travail, ce télétravail contraint a été facilité par les liens qui avaient été noués. Et puis, on a pu, autre chose, dupliquer les aménagements, notamment posturaux, mais pas seulement posturaux, ça peut être aussi informatique, un grand écran, ça peut être, alors quand je dis posturaux, je vais être un peu plus explicite, ça peut être des sièges ergonomiques, ça peut être des repose-pieds, ça peut être des bureaux particuliers, ça peut être, bref, des choses de cet ordre-là, mais quand on avait travaillé intelligemment en amont, parce que certaines questions posturales sont très complexes, c'est-à-dire comment on va trouver le bon outil qui va avec la situation de la personne. On fait parfois appel à Cap Emploi, Samet, pour aller plus loin dans nos analyses, mais une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, sur site, il y a tout à parier qu'on va être sollicité pour que ce soit dupliqué. Ce qui est le cas. Donc après, il y a une autre capacité, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a exprimé ce qui n'allait pas ou comment ça pourrait aller mieux, et puis que on a déjà fait ce travail, donc on a cette forme d'alliance, il y a encore une autre dimension qui va être financière et qui va être politique. C'est-à-dire que est-ce que quand on est dans une entreprise privée ou dans une entreprise publique, on dépense l'argent uniquement au regard des propositions qui sont inscrites dans le catalogue de la GFIP ou dans le catalogue du FIP, FIP-HFP, donc l'équivalent de la GFIP, le fonds collecteur pour les entreprises publiques. Et ça va être un choix qui n'est pas anodin. Je ne connais pas le catalogue de la GFIP parce que je ne m'en sers pas, mais le catalogue du FIP, pour ce qui est du financement des postes en télétravail, c'est-à-dire le financement, la duplication des aménagements sur site dans le cadre du télétravail, la position du FIP-HFP a été fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a eu des aides qui ont été ouvertes, qui ont été fermées. Alors, le FIP-HFP a des questions de trésorerie fortes, puisque globalement, ces revenus sont liés au fait que les entreprises publiques n'atteignent pas 6% de leur obligation d'emploi par le biais d'embauche, mais complètent en fait par une contribution qui correspond à leurs unités manquantes. Et comme les taux ont tendance à augmenter, leur contribution à ce fonds n'augmente pas, et ce fonds a toujours des dépenses. Donc on peut comprendre que le FIP-HFP ouvre les vannes et puis les ferme. Voilà. Mais il va y avoir aussi cette question de capacité politique et financière à se dire que oui, on duplique par exemple les aménagements posturaux à domicile. Et ça, c'est un enjeu aussi large qui va interroger le télétravail. Et ça rejoint la question commune du télétravail, à savoir est-ce que son domicile, c'est quand même son bureau, auquel cas on est soumis quand même à l'obligation d'aménager, et ce serait logique qu'on fasse l'aménagement par rapport à ce qui est sur site, et toutes des questions qui sont d'ordre plus général. Ça fait une trentaine de minutes que je parle, Anthony. Voilà. Eh ben, je crois que c'était un peu ce qui était convenu. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses. C'était une approche, en tous les cas, que je voulais personnelle, dans le sens où qui part de mon expérience à la fois d'enseignant spécialisé et de référent handicap, une approche qui ne soit pas statisticienne ni d'ordre politique, bien que la question du télétravail soit en ce moment discutée par les partenaires sociaux, etc. C'était pour moi une manière, en tous les cas, de faire résonner cette question du handicap et puis le télétravail. Juste comme je vous vois, Anthony, je pense que les personnes vous voient aussi.
interrogation sur ce qu'on produit aussi. Je vois derrière Romain Guérino, Guillaume Batz, Grégory Cuiron, Maxime Montagioni, qui sont aussi Joseph Chonec. C'est toujours une interrogation, c'est des belles têtes d'affiche, des gens qui sont extrêmement performants dans ce qu'ils font, chacun. Et du coup, d'ailleurs, c'est toujours une question. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir des gens qui s'expriment aussi bien, qui sont drôles, qui sont performants, etc., qui ont cette expertise-là. Et en même temps, c'est toujours une question de savoir est-ce que, voilà, comment on construit avec cette dimension essentialiste de est-ce qu'on est. J'ai pas cité Julia Boivin, parce que Julia Boivin, je travaille avec elle, c'est une amie. Et par exemple, je n'ai pas réussi à récupérer, mais elle a écrit un texte très intéressant, très riche, que je vous invite à lire sur LinkedIn, si vous êtes plus doué que moi pour ça, c'est-à-dire vous connecter avec elle et trouver le texte qu'elle a écrit en réponse à un reportage de Télérama. Donc, Julia explique que dans ce reportage qui porte sur la question d'une situation d'enfant qui a une infirmité motrice et cérébrale, et elle réagit en fait à ce reportage qui est un petit peu laudatif et qui met en avant les efforts de l'enfant et de tout son entourage, une forme peut-être d'héroïsation. En tous les cas, elle dit les choses extrêmement intelligemment pour dire comment elle, dans son parcours, en tous les cas, elle est sortie de ce schéma-là pour se trouver elle-même. C'est très très bien écrit, si vous arrivez à le trouver, c'est Julia Boivin. Voilà, Anthony. Ben, merci beaucoup, en tout cas, hein, pour toutes ces informations qui sont très riches. Je- euh, alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez donc le chat et vous avez aussi un onglet questions et réponses si vous voulez questionner Thibaut sur tous ces sujets-là. Alors, j'ai une question de Véronique. Existe-t-il un statut spécifique de télétravail? Alors, Alors, existe-t-il un statut spécifique de télétravail lié au fait d'avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? voilà, peut-être préciser votre question, Véronique. D'accord, oui, j'ai vu. Alors, moi, ce dont je peux témoigner dans les faits, c'est que, par exemple, le télétravail est mobilisé beaucoup plus rapidement à l'École normale supérieure de Lyon quand c'est une prescription par la médecine de prévention, donc pour une personne qui a une RQTH. Donc, ça fait partie du fonctionnement interne de se dire, il y a la personne à une RQTH, on va mettre en place le télétravail et les outils qu'il faut pour qu'ils se mettent en place de manière beaucoup plus rapide. Et moi, c'est très précieux parce que ça peut me permettre d'agir beaucoup plus vite que dans le lot commun en fait, des demandes de télétravail se fait par vague, donc dans des temporalités. Je ne sais pas, il y en a tous les 4 mois ou tous les 6 mois. Là, ce n'est pas le cas dans le fonctionnement qui a été décidé en interne. Si une personne a une RQTH et une indication que le télétravail serait pertinent, par exemple au retour d'un arrêt pour tel type de situation, eh ben, on va le mettre en place tout de suite. Donc ça, c'est très, très intéressant. Par contre, vous dire qu'il y aurait un statut légal spécifique par rapport au télétravail pour les agents qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui.